il y avait une affaire qu'on avait appelée l'affaire du sadique d'Apoigny. Il enlevait des filles et il les attachait donc dans sa cave. Et en fait, il y avait des gens qui venaient de plusieurs coins voilà, du pays, et en fait, qui payaient pour torturer les filles. Donc il y avait un catalogue, les brûlures sur les seins c'était 200 francs, les aiguilles c'était 300 francs, les viols, enfin puis quand elles étaient mortes, ils en ont changé, ils en prenaient une autre. L'affaire Betaram et Bayrou, est-ce un épiphénomène ou est-ce que ça s'inscrit dans un problème structurel plus grand en France? On va essayer de comprendre ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Bienvenue sur Nexus, un des magazines les plus libres du monde. Et aujourd'hui, on est avec Laurence Beneux, une consoeur journaliste qui travaille depuis longtemps sur toutes ces affaires finalement aujourd'hui qu'on appelle pédocriminels, ce qu'on disait pédophile à l'époque, mais qui était pour certains un terme trop gentil finalement, il faut dire pédocriminalité. Aujourd'hui on est à l'ère dans les médias libres où on parle de tous ces réseaux, on découvre énormément que toutes les affaires dont on entend ont parfois un lien, parfois non. Là, ça touche à l'affaire Betaram. En ce moment, ça touche à l'Église catholique. On pourra parler des liens peut-être avec l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, sur ces liens avec d'autres institutions. Il y a l'affaire P. Diddy, Zandvoort, Epstein. Laurence, bonjour, merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Alors on va faire un petit tour d'horizon de toutes ces affaires. Toi, comment tu en es venu à ça? Parce que ça fait une trentaine d'années, plus de 20 ans que tu es dessus. Oui, moi j'étais venu à travailler là-dessus en fait, à partir d'une affaire, par hasard en fait. Donc c'était une... T'avais pas d'intérêt à la base pour ça? Non, pas spécialement. J'avais un intérêt pour le droit, j'avais un intérêt pour le respect du droit, le respect de la loi. Au départ, j'avais fait du droit avant de faire des études de journalisme. Ouais, ok. Donc voilà. Il faut rappeler que tu as travaillé après au Figaro dans beaucoup de rédactions. Oui. Ouais. Mais voilà, donc c'était plus le côté l'institution judiciaire finalement qui m'intéressait. Il se trouve que à l'époque, enfin il y avait eu c'était peu après l'affaire Dutroux, mais enfin on parlait pas beaucoup de ces affaires. Enfin, l'aspect réseau était qui n'est pas le cas pour l'affaire de Betaram. Exactement. Ouais. Mais bon, les réseaux, donc la doxa de l'époque qui n'existait pas, en tout cas pas en France, contourner la frontière. Donc il n'y avait pas de criminalité organisée qui s'en prenait aux enfants. Internet arrivait à peine dans les foyers. Avec les ordinateurs et tout ça, c'était c'était vraiment, on était encore au début, on utilisait plus le fax que les emails, c'est venu après. Enfin, on était au tout début de la démocratisation de l'ordinateur et d'internet, en tout cas en France. T'avais pas accès à toute l'information sur la pédocriminalité en quelques clics? Ah non, pas du tout. Donc voilà, donc en fait on ignorait et il se trouve que j'étais tombé par hasard. Il y avait une pétition qui circulait, enfin sur une affaire comme ça qui était totalement dysfonctionnante, qu'au début je pensais être une exception. Dysfonctionnante à quel niveau? Dysfonctionnante, c'est-à-dire que l'institution judiciaire c'était le gros n'importe quoi dans ce dossier. Quoi, des liens d'intérêt du juge, comment ça? Il y avait... C'était une plainte, une maman qui avait déposé plainte. Donc c'était un petit garçon qui était très jeune. Il y avait des signalements, il y avait énormément de signalements de sommité d'ailleurs, des fois de pédopsychiatres, de médecins. Le gamin avait une fissure anale. Il était terrifié par son père. Il disait que son papa lui faisait des choses. Enfin, il y avait des éléments dans le dossier. Et au lieu de protéger cet enfant, on avait transféré la garde de l'enfant, on l'avait enlevé à la mère pour le donner au père. Ce qui pour moi semblait absolument hallucinant. J'ai appris par là, en fait, maintenant je sais que c'est une pratique qui est extrêmement courante, mais à l'époque je ne le savais pas, puisque je découvrais tout ça.
Le père qui avait pu, qui avait emmené du coup le gamin en Suisse à l'étranger, les droits les plus élémentaires de la mère avaient été bafoués, mais d'une façon, je veux dire, incroyable. C'était, enfin vraiment. D'ailleurs, sur le moment quand j'avais lu la pétition, j'y croyais pas. C'est quand j'ai avalé le dossier judiciaire que je me suis rendu compte. Et à ce moment-là, j'ai cru que c'était une affaire exceptionnelle. C'était un cas qui était très exceptionnel parce que le père faisait partie d'une des plus grosses fortunes de France. Sa famille était dans les 10 plus grosses fortunes de France. Il allait entre la 7e place, la 9e place. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très très riche. Quand on est dans les 10 plus grosses fortunes de France, ça veut dire qu'on est dans les 100 plus grosses fortunes mondiales. Hein. Et donc, en plus, ça se passait en province. Donc, je m'étais dit que c'était une histoire de collusion. Puis, à ces niveaux de fortune, ça arrose tout le monde. Enfin, que c'était exceptionnel. Je me suis rendu compte que non, en fait. Après. Et c'est là, voilà, ça a commencé comme ça. J'ai déroulé une pelote parce que, du coup, ça s'est su. Il n'y avait pas beaucoup de journalistes qui s'intéressaient à ça. Donc, j'ai d'autres parents qui ont commencé à m'appeler, qui étaient dans des situations, pareil, qui étaient en but, qui avaient des difficultés avec l'institution judiciaire pour avoir des enquêtes qui tiennent debout, et puis pour pas qu'il y ait cette inversion où finalement c'était les plaignants qui en prenaient plein la tête. D'un autre côté, j'ai commencé à me pencher sur Internet, puisque c'était nouveau, enfin bref. Puis après, j'ai rencontré Serge Garde, du coup, parce que il avait montré un intérêt pour le sujet. Il avait travaillé avant sur Toro Bravo, donc c'est une consoeur qui s'était dit, tiens, qui avait organisé un déjeuner entre nous, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Serge Garde qui était un rédacteur en chef Non, pas du tout, Serge Garde, il était journaliste à l'Humanité. Journaliste, ok. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, c'est comme ça qu'on est parti en Belgique, c'est comme ça. Après, il y a eu l'affaire de Zandvoort. Bon, et de fait, j'ai appris de plus en plus de choses sur la question. Évidemment que les enfants m'intéressent aussi, même si au début, voilà, c'était l'institution judiciaire. Et puis de toute façon, il y a un moment où ce qu'on sait, tu sais, te donne une responsabilité en fait. Bien sûr. Donc voilà, et puis je me suis retrouvé, ça fait bientôt 30 ans que je travaille, alors pas que sur ces sujets, mais bien sûr. Je travaille sur ces sujets. Merci effectivement pour ces éléments de contexte. Il faut rappeler que tu es une des références effectivement aujourd'hui sur ce sujet, sur ces dossiers de la pédocriminalité. Là, toi, quand tu vois aujourd'hui l'affaire Betaram, dans quel est le contexte? Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui finalement découvrent ces affaires-là? Beaucoup ne regardent que les médias traditionnels et découvrent ces affaires et se disent mais d'où ça sort? Quels sont les liens entre les affaires? Déjà, surtout à l'époque, cette affaire est à la croisée de deux milieux en fait qui de toute façon mettent l'État mal à l'aise et enfin, ça va mieux pour l'Église, mais qu'ils ont du mal à traiter, c'est l'Église et l'école. Alors, parce que l'affaire Betaram, pour recontextualiser pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça part de Notre-Dame de Betaram, qui est un collège-lycée catholique dans la ville l'Estelle Betaram, qui est à 30 minutes de Pau, et effectivement qui est une institution, une école religieuse qui est là depuis presque 200 ans. Et c'est un religieux qui s'est retrouvé... mise en examen, enfin poursuivi pour viol, voilà. Donc on a l'école d'un côté et on a l'église de l'autre. Alors il faut se rendre compte qu'à l'époque, l'église on n'y touche pas. Toute l'espèce de mea culpa de l'église, c'est venu après. Il a fallu beaucoup de temps. Donc finalement le silence qui entoure cette affaire, c'est pas du tout étonnant parce que c'était quelque chose qui il y avait une omerta. Il y avait quand même une grosse omerta à l'époque. C'est encore le cas aujourd'hui, moins pour l'Église. Ça reste extrêmement difficile à l'école. Il y a quand même il y a de temps en temps des scandales qui sortent à l'école, mais enfin on fait quand même pas grand chose. C'est compliqué. Et d'ailleurs, je voudrais quand même souligner quelque chose, parce que donc en ce moment, il y a Bayrou, après avoir dit je savais pas, en fait il commence à se dire qu'il savait peut-être, voilà. Donc il s'en prend à Ségolène Royal et Elisabeth Guigou.
Donc en général, c'est pas non plus Elisabeth Bigot. Enfin bref, bon là il se trouve qu'effectivement, elle était à la chancellerie, qu'elle ait attiré l'attention sur l'affaire, c'était un peu normal. Qu'elle s'en soit pas mêlée au nom de l'indépendance de la justice, c'est un peu normal aussi, même si de toute façon, il y a quand même une hypocrisie en France par rapport à ça, parce que je rappelle quand même que les parquetiers, c'est-à-dire les procureurs, les gens qui sont chargés des poursuites, dépendent hiérarchiquement de la chancellerie. Ok. Les juges du siège sont indépendants, mais les parquets, non. Et en ce qui concerne Ségolène Royal, j'ai quand même aussi envie de rappeler, puisqu'on parle d'école, bon, on peut être en désaccord avec des choses sur Ségolène Royal d'un point de vue idéologique, plein de choses. Elle avait pris le dossier à l'époque. Mais Ségolène Royal, elle l'a rappelé et elle a raison. D'ailleurs, je l'avais écrit dans le livre de la honte il y a 25 ans de ça, je l'avais souligné, puisqu'il n'y avait pas un politique qui bronchait sur ces questions, en tout cas qui voulait faire quelque chose, qui s'emparait du sujet pour faire quelque chose, ou alors c'était pour dire les réseaux n'existent pas, circuler, il n'y a rien à voir, tout se passe super bien en France, c'est pas bien de critiquer l'institution judiciaire, enfin voilà. Ségolène Royal, elle avait trouvé, il y avait un rapport sur ce qu'on appelait donc la pédophilie à l'école, qui dormait dans les tiroirs de l'éducation nationale, qui prenait la poussière, que ses prédécesseurs s'étaient bien gardés de sortir, de toucher, parce que... Et elle avait sorti ça sans obligation, c'est-à-dire, c'était même pas la pression qu'il y a eu sur Taubira après les affaires de Villefontaine. Je vais revenir sur ce que c'est, puisque les gens ont peut-être déjà oublié. Et elle avait fait, donc d'ailleurs, elle avait pondu une circulaire qu'on appelle la circulaire royale, qui était très énergique, et qui rappelait les devoirs de signaler à l'éducation nationale, du parquet, parce qu'en fait, une des choses qu'on pouvait déplorer, c'est que vous pouviez avoir des enseignants qui d'un côté avaient des soucis, où on avait trouvé, déjà on les avait trouvés en possession, détenteurs de documents pédopornographiques, ou alors ils avaient été, où il y avait des soupçons qui avaient pesé sur eux, ou alors ils avaient eu des soucis d'agression sexuelle sur mineurs, même pas forcément dans l'école, mais enfin bon, un agresseur sexuel pour enfants, moi j'ai pas envie que ce soit l'instituteur de mes enfants ou de mes petits-enfants, même si ça n'a pas été, même si aux dernières nouvelles il a rien fait dans le cadre de l'école. Enfin bref, elle avait essayé de faire avancer les choses, il faut lui reconnaître ça. Et alors évidemment, il s'était passé, ça avait duré ce que durent les roses, mais ça, c'est-à-dire que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on commis. Alors là, tout de suite, il y a 15 profs, ou 15 enseignants qui sont virés, et puis l'année d'après, on va dire qu'il y en a 25, puis l'année d'après, il y en a 10, puis après, on n'en parle plus du tout. Et puis c'est reparti comme en 14. Jusqu'au moment où il y a un nouveau scandale, le dernier qui avait fait beaucoup de bruit, donc c'était le scandale de Villefontaine, où c'était à nouveau un enseignant qui était connu. Quelle année, le scandale ? C'était quoi ? C'était en 2017, je dirais, ou 2016. D'accord. Donc c'est très récent, là. C'est récent. Okay. 2016 peut-être. Ah bah oui, puisque c'était sous Taubira. Par là, ouais, d'accord. Voilà. Donc, on se rend compte que cette personne l'enseignant en question avait déjà été condamné, je veux dire, il était détenteur de documents pédopornographiques, on en parle partout, ça fait scandale. Et du coup, c'est Christine Taubira qui, du coup, a été... Mais en fait, là, par contre, contrairement à Ségolène Royal, de toute façon, il fallait faire quelque chose. Les événements exigeaient qu'on fasse quelque chose. Donc, a pondu une circulaire qui était plutôt moins efficace, beaucoup plus molle que celle de Ségolène Royal. Voilà. L'aparté oui, parce que maintenant, j'ai vu, d'ailleurs, du coup, c'est Ségolène Royal qui s'est offusquée des propos de François Bayrou. Bon, il y a certaines choses, ça, c'est une bataille de décision de Ségolène Royal, enfin voilà, je ne serais pas forcément
je ne tu vas pas la soutenir. Oui, oui, je la défends. Voilà, je veux pas la soutenir surtout. Mais là, sur ça, c'est intéressant. Voilà, alors, sur ça, elle l'a fait. Merci pour le contexte, mais alors, du coup, revenons sur effectivement ce qui est là. Tu commençais à nous parler de ces problèmes qui revenaient, qui étaient liés à la pédocriminalité et la religion. Et la religion et l'école, parce que, bon, déjà là, on était sur l'école, on va après la religion. Alors, quand je dis ce que durait il faut bien se rendre compte qu'il y a aussi, en plus, il y a une forme de dogmatisme et de manque de prise de conscience de la dangerosité, de la gravité de ces faits, je pense, et de l'impact que ça a sur les enfants. De la frilosité des institutions judiciaires, de l'éducation nationale, parce que moi je me rappelle d'une décision que j'avais vue, donc c'est après la circulaire royale, mais c'est longtemps après, donc on était retombé dans les bonnes vieilles habitudes, d'une décision de justice qui concernait un enseignant, une décision de 2006, donc où cet enseignant était donc condamné pour agression sexuelle sur mineur. Pas une grosse peine. Condamné, pas accusé. Condamné. Non. Condamné. Et les magistrats avaient décidé de ne pas l'inscrire sur son casier judiciaire, de ne pas l'inscrire, parce que, compte tenu de sa profession, ça aurait pu lui nuire dans sa profession et ça aurait été une double peine. Bah comme toute personne qui va en prison et qui a un casier judiciaire. Enfin, oui, mais lui, compte tenu de sa profession, en fait, le fait de l'inscrire, de l'inscrire dans un fichier et que ce soit inscrit, j'ai lu, c'était écrit noir sur blanc dans la décision de justice. J'en ai d'ailleurs parlé dans un autre bouquin qui s'appelait Droits des femmes et des enfants, l'intolérable indifférence. Personne n'a été dire que j'avais dit des bêtises. De toute façon, je l'ai, la décision de justice, donc c'est vite vu. Donc c'était écrit noir sur blanc que dans ce cas-là, puisque la question se posait, elle n'était pas systématique à l'époque, on n'allait pas l'inscrire parce que si on l'inscrivait, le fait de nuire au travail de cette personne, ça pouvait lui nuire, et donc c'était une double peine, c'est-à-dire en gros il était déjà condamné à une peine de prison avec sursis. Si en plus on l'enquiquinait dans son travail, le pauvre, c'était une double peine, alors que pour un boulanger n'aurait pas eu de tel voilà. Donc il faut voir ce que ça révèle en termes d'inconscience de la dangerosité des personnes. Parce que moi, comme mère de famille, j'aurais eu tendance à me dire précisément à cause de sa profession, il faut l'écrire en gros, oui, bien sûr. Il faut le stabiloter en rose, envoyer ça à son employeur, c'est-à-dire l'éducation nationale, et il faut qu'il change de boulot, tant pis, désolé, voilà. D'autant que, par-dessus le marché, on sait quand même qu'il y a un certain nombre de pédocriminels qui choisissent des professions qui les mettent en contact avec les enfants. Ah oui, d'accord. Donc il y a une recherche ciblée, quoi. Bien sûr. Précisément, précisément pour ça. Alors, après, il faut se rendre compte que toutes ces affaires, mettent l'État en très grande difficulté pour plein de raisons. Parce que si on n'est pas tranquille quand on envoie ses enfants à l'école, il y a un gros problème. Donc, on n'est pas très enclin à reconnaître ça. Au-delà des problèmes de droit du travail, parce qu'il y a ça aussi, de droit du travail, de présomption d'innocence, enfin tout ça, quoi. Ouais, donc, c'est tout ça qui s'entrechoque. Mais les gens sont pas... Enfin, on a besoin d'avoir confiance. Et si l'État n'est pas capable d'assurer la sécurité des enfants qui vont à l'école, et si on le reconnaît, c'est reconnaître un échec extrêmement grave, un échec du politique, de ce pourquoi, je veux dire, ils sont élus, où ils ont quand même beaucoup d'avantages et sont très grassement payés. Donc il y a un échec même régalien qui est extrêmement grave. Si la justice reconnaît qu'elle a du mal à établir la preuve dans des choses qui sont aussi graves que la protection des enfants contre des criminels, c'est reconnaître un échec qui est extrêmement grave
vis-à-vis du citoyen. C'est pareil. On est à la base, vraiment, au fondement de ce qu'on demande. Et les crimes, une des premières exigences du citoyen, c'est la sécurité. D'abord la sécurité des personnes et d'abord la sécurité des enfants. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui horripile les gens qui ne sont pas des prédateurs, c'est bien les crimes contre les enfants. Donc il y a un vrai tabou sur tout ça aujourd'hui qui empêche de de régler le problème. Il y a un tabou petit à petit qui a sauté, mais il y a une vraie réticence de toute façon à reconnaître ce qui se passe, à reconnaître la réalité des choses, à reconnaître l'ampleur des choses. Donc il y a quand même une envie de mettre la poussière sous le tapis. Au-delà après des criminalités organisées, je veux dire, là on parle d'une façon générale, au-delà de verrous qui est, effectivement il peut y avoir des gens qui vont être malveillants, il peut y avoir des gens qui vont être corrompus, il peut y avoir des gens qui vont être pédocriminels eux-mêmes, donc ils vont pas être enclins, mais sans même rentrer là-dedans, de toute façon, il faut se rendre compte que ce sont des sujets qui mettent l'État et ses représentants en difficulté. Il faut se rappeler que l'affaire du trou, à la fin des années 90, ça a été les marches blanches, ça a été presque 300 000 personnes dans la rue sur un pays de 6 millions d'habitants à l'époque. La Belgique a tremblé sur ses bases. Il y a un moment, on a vu la scission de la Belgique, ça a fait extrêmement peur. Alors c'était quoi les marches blanches ? Les marches blanches, ça avait créé une émotion considérable en Belgique, la mort de ces petites filles et le viol de ces petites filles. Avec Julie Mélissa, enfin, et donc il y avait des comités blancs, donc il y avait eu des marches blanches en hommage aux enfants. Donc c'était des manifestations silencieuses. Exactement, c'était une manifestation, mais parce que aussi il y avait notamment il y avait 2 petites en fait qui étaient mortes de faim. Dutroux avait déjà été arrêté. Il y avait une perquisition dans sa maison. Ils avaient pas trouvé les gamines. Ils avaient pas en fait. Ça s'est bien cherché, enfin bon. Et puis, il y a eu des tas de dysfonctionnements dans l'enquête, enfin, il y a des tas de choses qui font que les gens se sont organisés dans ce qu'on appelait des comités blancs, d'abord pour aller chercher ce qui s'était passé au niveau des enquêtes, voilà, au niveau... Et puis, il y avait eu cette émotion par rapport au sort subi par ces enfants. Et là, je pense que déjà ce qui s'est passé en Belgique par-dessus le marché avait fait extrêmement peur un peu à tout le monde. Je veux dire, on s'était rendu compte que vraiment ça pouvait mettre beaucoup de gens dans la rue quand il y avait de gros dysfonctionnements qui commençaient à sortir. Donc au-delà sans rentrer dans d'autres détails parce qu'on pourrait, hein, donc il y avait déjà de toute façon une tendance à vouloir à nier le problème et à vouloir étouffer tout ça. D'ailleurs, on appelait les comités, à l'époque, les comités blancs, on les appelait les anarchistes. Ah oui, donc c'est un étiquetage, quoi. Oui, mais ça voulait dire, c'est-à-dire... Moi, je me rappelle, à l'époque, au moment de Zandvoort, je sais plus qui c'était, je l'avais vu sur un plateau de télévision, qui avait dit que j'étais une mauvaise citoyenne. Parce que... Pour quelle justification ? Parce que remettre en cause le fonctionnement de la justice, dire que la justice pouvait mal fonctionner, c'était faire preuve de mauvaise citoyenneté. C'est drôle comme les gens disent tout. Et j'ai été très intéressée... Anarchiste, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, vous croyez pas dans la justice, vous voulez pas de justice. Non. D'ailleurs, on se faisait traiter de complotiste aussi à l'époque. C'était déjà... ça marchait déjà complotiste à l'époque. Quand je l'ai vu réapparaître, je me suis dit, tiens, c'est toujours les mêmes trucs qui sont utilisés. Extrême droite ? Comment ? Extrême droite aussi ? Non. Ah non. Pour Zandvoort, c'était compliqué parce que c'était sorti dans l'Humanité et le Figaro. Quelle année Zandvoort ? Zandvoort, c'est 2000. Okay. Bon, Humanité, Figaro, donner une étiquette politique, c'est pas simple. Mais non, mais complotiste, par contre, oui. Voilà. Et mauvaise citoyenne et anarchiste, c'est quand même révélateur. C'est-à-dire que d'un seul coup, on parlait comme si l'atteinte à l'ordre public, c'était
le plus grave, c'était pas le crime, c'était le fait d'en parler. Oh la vache, ah oui. Ça et de remettre en question la justice là, de ce que tu C'est ça. Parce que c'est ça qui est assez drôle, pour avoir travaillé des fois sur alors d'autres domaines où il y avait des procès qui devenaient politiques, c'est-à-dire effectivement, il y a une justice où des procès deviennent politiques, c'est-à-dire il n'y a plus une justice non arbitraire, il y a quelque chose d'orienté, puisqu'il y a des pressions politiques qui sont faites aussi sur les juges, qui sont faites sur le procureur. On rappelle, il y a quelques années, l'association En Toute Franchise, qui lutte contre l'installation de grandes surfaces illicites, le procureur avait fait un faux. Donc ça, c'est pareil. Donc c'est marrant, parce que pour détourner le problème, ça m'étonne pas qu'ils disent anarchiste ou tout ça. Ah bah oui, mais ça, de toute façon, c'est les grands anathèmes qu'on sort quand on veut pas rentrer dans le fond dans le fond des... Et moi, ça m'a beaucoup intéressé de voir la ministre de la Ville, Juliette, je n'arriverai jamais à me rappeler de son nom de famille, enfin la ministre de la Ville, donc elle explique... sur BFM, elle dit c'est pas par hasard si l'affaire Bayrou sort aujourd'hui. Honnêtement, j'ai pensé la même chose qu'elle. Ça change rien. Et ça change rien aux faits. Et ça change rien à la gravité des faits. Ça change. Mais effectivement, on aurait peut-être pu en parler avant. Bon, c'est sûr que parce qu'on en a déjà parlé l'année dernière. On s'y intéresse plus du fait qu'il est Premier ministre. Mais enfin, c'est pareil, on aurait pu en parler juste avant qu'il soit nommé Premier ministre aussi. Donc, ok. Mais en gros, elles disent qu'il y a une volonté. Alors bon, bah, elle pousse un peu le bouchon loin parce que c'est Trump ou Elon Musk qui ont fait sortir l'affaire. Donc, ce que je ne pense pas. Donc c'est Juliette Méadel, la voilà. ministre de la Vie. Mais une tentative de déstabiliser les institutions du pays. Moi, quand j'ai entendu ça m'a fait penser justement donc il y a 20 ans, pardon, où on disait voilà, c'était les anarchistes, faire preuve de mauvaise citoyenneté. Il y a quand même, il y a quand même aussi cette peur-là. Et l'Église, il faut quand même se rendre compte que l'Église a quand même été d'abord un outil politique, enfin très très important pendant des siècles. Pendant des millénaires. Que oui, enfin l'Église catholique, Jésus-Christ, c'était... Non, c'est un millénaire, tu vois. Quasiment. Mais voilà. Ah bah t'es pratiquement sur plus d'un millénaire avec l'Église catholique. Que la loi de la laïcité, oui, c'est plus d'un millénaire. Que la loi, mais c'est pas non plus, il y en a pas des dizaines, quoi. Non. Que la loi de la laïcité, c'est 1905, c'est le début du XXe siècle. Mais bon, on change pas des habitudes comme ça, donc c'est quand même resté une autorité, une référence morale. Avec d'ailleurs avec l'enseignement, je veux dire derrière il y a l'enseignement des enfants, il y a eu tout le débat sur l'école libre, et que donc il y a aussi une explication au fait que pendant des décennies on n'avait pas envie de toucher à l'église, parce que alors si on peut plus se fier à l'école publique, qu'on peut plus se fier non plus à l'école privée, mais on peut se fier à quoi? Et au-delà de ça, à partir du moment où il y a ces références morales, enfin, s'il y en a plus, je veux dire, qui sont aussi rassurantes quelque part, parce que malgré tout, il y a une forme dans l'élaboration de la norme juridique, il y a une dimension éthique et donc une dimension morale qui évolue avec le temps, mais voilà, mais qui est là. Donc, il y a un gros malaise. Et d'ailleurs, il y a qu'à voir le choc et la douleur que ça crée quand il y a une affaire comme l'abbé Pierre. Oui. Et à cette époque-là, à l'époque de l'affaire de Bétharram, on est encore à un moment où il y a une énorme omerta sur tout ce qui se passe au sein de l'Église. D'ailleurs, c'est à peu près et il se passe beaucoup de choses, parce que, évidemment, à partir du moment où on a des endroits sécurisés comme ça, où on sait qu'il va y avoir une omerta, c'est du pain béni. Et c'est du pain béni aussi, justement, pour des criminels, éventuellement des criminalités organisées. On peut se rappeler plus ou moins à la même époque, et même ça avait commencé avant. Alors là, c'était vraiment une histoire de réseau, avec l'affaire des disparus de Lyon, où en fait ces jeunes filles disparaissaient au sein d'institutions
Donc là, c'était des jeunes filles plutôt qui étaient placées, enfin, ou qui avaient c'était des instituts qui recueillaient des jeunes filles, enfin, qui étaient en difficulté ou qui avaient des retards, un peu des retards psychologiques, des retards de développement. Voilà. Mais c'était une congrégation religieuse qui gérait ces différents centres. C'est pareil, c'est sorti des années après. Là, il y a eu le scandale, mais des fois, c'était des affaires qui avaient 30 ans. 30, moi je me rappelle avoir cherché, retrouvé, je veux dire, en 2000, des disparus qui avaient disparu. C'était pour Canal+, depuis plus de 30 ans. Donc, et là, c'était sorti, et c'est Maryse Lebranchu, qui est pas restée garde des Sceaux très longtemps, mais qui s'était qui avait emparé du sujet, et d'ailleurs qui avait demandé une inspection des services judiciaires, une inspection générale de l'IGAS, voilà. Et d'ailleurs, bon, in fine, ça avait finalement pas donné grand-chose. On avait quand même, parce qu'on avait quand même découvert notamment il y avait des trous, il manquait des mois, quasiment des années de procédures avaient disparu. Wow. Du tribunal d'Auxerre. Il y avait le dossier, il y avait des pièces qui avaient disparu, enfin comme si, je sais pas, il y avait un trou noir au tribunal d'Auxerre qui avalait les dossiers. Et bizarrement, on n'avait plus accès aux données. Du coup, non. Donc du coup, c'est un peu comme l'affaire Dutroux, qui est une affaire de réseau. C'est retrouvé avec, c'était que l'affaire Dutroux, comme si Dutroux avait été un prédateur isolé. Oui, les médias ont orienté à dire que c'était le problème d'un individu, alors que lui, en fait, s'inscrivait dans tout un réseau. Ouais, et puis la justice belge aussi. La justice belge. Ah, oui. D'ailleurs, on en ressort un peu. Il y a un des gendarmes de l'époque, Aimé Bill, qui a sorti un livre. J'encourage tout le monde à le lire, parce que. Mais bon, et de la même façon, finalement, les disparus d'Auxerre se sont retrouvés à une affaire Émile Louis. Condensés voilà. Donc là, c'est plus vieux, Émile Louis, encore. Quand on regarde, finalement, en gros, il y a eu Émile Louis, quoi. D'accord. C'est devenu, voilà, il y a une espèce de un bouc émissaire emblématique. On peut pas dire, on est obligé de constater qu'il y a quand même beaucoup de filles qui ont disparu, qu'il y a beaucoup qu'il y en avait qui avaient disparu, qu'il y en a quand même qui sont mortes, que voilà, mais bon, au niveau des condamnations, enfin de l'enquête judiciaire, ça a fini par plus ou moins, c'était Émile Louis, c'était résumé par les meurtres commis par Émile Louis. Oui. Donc, alors il y avait un gendarme avec comme dans toutes ces affaires, un gendarme qui s'était vraiment qui avait pris le dossier, qui avait creusé le dossier. Bon, il s'est retrouvé, il s'est suicidé de 2 balles dans la tête et d'une balle dans le dos. En fait, en général, c'est voilà. Parce qu'il y a des morts des fois. Il y a des morts étranges autour de ces affaires. Il y en a eu dans l'affaire Dutroux, il y en a eu dans la périphérie de l'affaire Zandvoort. C'est quoi, c'est les policiers là qui enquêtent un peu trop? Là, c'est un gendarme, mais voilà, faut savoir que on se retrouve avec des morts. À la périphérie de l'affaire Dutroux, de l'affaire d'Auxerre, il y avait une affaire qu'on avait appelée l'affaire du sadique d'Apoigny. Il enlevait des filles. Et il les attachait donc dans sa cave, et en fait il y avait des gens qui venaient de plusieurs coins du pays, et en fait qui payaient pour torturer les filles. Donc il y avait un catalogue, les brûlures sur les seins c'était 200 francs, les aiguilles c'était 300 francs, les viols, enfin puis quand elles étaient mortes, ils en ont changé, ils en prenaient une autre. Bon. On est sur des trucs abominables. Dans cette affaire, au départ, il devait être 5 dans le banc des accusés. À la fin, ce qu'on avait surnommé le sadique d'Apoigny, il était tout seul parce que les 4 autres, ils étaient morts. Il y avait eu 2 morts
à l'arme blanche, 2 suicides, voilà. Et lui, donc il s'est retrouvé tout seul. La liste... Et donc ça, on ne sait pas expliquer les 4 autres morts. Bah si, on les explique toujours. Alors là, on les explique. Oui, mais... Il se suicide. Voilà, ok. Non, Il y a un accident. Ok, non mais donc du coup, la réponse officielle n'est pas convaincante, on va dire. Il y en a 2. On peut juste noter qu'il y a beaucoup de morts. Ok. C'est tout. Ouais, on comprend bien. Il y en a 2 qui se font tuer à l'arme blanche. Bon, bah... Et à la fin, il reste un bouc émissaire. Et à la fin, il reste un seul type qui dit rien. Les carnets des clients, puisqu'il avait un registre de clients, sont perdus, disparus du secret du dossier de l'instruction. Comme c'est dommage, lui, il dit rien. Et au moment du scandale, quand on parle beaucoup des disparus de Lyon, il avait été condamné à perpétuité pour acte de torture et de barbarie. Il est libéré. Puisqu'il n'avait pas de peine, il avait fait suffisamment de prison avec la préventive plus... Ah d'accord. Voilà. Et il n'avait pas pris 20 ans ou un truc comme ça? Il avait pris perpète, mais il n'y avait pas de peine incompressible. de mémoire, il avait pris perpète. Et il y avait une... Perpète, mais tu peux quand même sortir avec perpète. Il y avait Ah bah bien sûr. S'il n'y a pas une peine d'incompressible, ça n'existe pas, la vraie perpétuité. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas calés comme je peux l'être sur ces questions judiciaires. Donc là, d'entendre perpétuité, tu peux sortir avant l'heure. Ah bah oui. C'est étonnant. Bah, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui savent qu'il n'y a quasiment pas de perpétuité réelle en France. Ah oui. Non, mais moi je suis pas trop sur les affaires judiciaires. Je pense que comme la plupart des gens, alors vous êtes beaucoup là-dedans depuis, et normalement on peut se tutoyer parce qu'on a été collègues, mais toi t'es dedans depuis des décennies, mais il y en a beaucoup qui... Non, même moi ça m'étonne ce que tu veux dire. Bah en fait, la peine incompressible sert à ça. Pourquoi est-ce que il y a des fois on dit il a été condamné à temps avec une peine incompressible de... C'est parce que, et qui peut être plus ou moins longue, c'est parce que c'est cette peine incompressible qui dit qu'il ne pourra pas sortir, c'est-à-dire avant telle date. Une peine incompressible de 22 ans. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, quelle que soit la conduite, n'importe quoi qui se passe, il ne peut pas sortir avant 22 ans. Voilà. C'est parce que sinon, il y a des réductions de peine automatiques, mais après, il y a, en fonction des circonstances, il y a des réductions de peine qui peuvent être accordées par un juge des libertés en fonction de plein de critères. Donc déjà, quelqu'un qui n'est pas en état de récidive légale, c'est-à-dire qui n'a pas déjà été condamné pour la même chose, déjà, il faut savoir que, sauf peine incompressible, il est libérable à mi-peine. Non. Si, c'est-à-dire ce qu'on appelle un primo-délinquant, s'il prend 20 ans... Donc c'est un non-récidiviste, un primo-délinquant. Voilà, ça veut dire délinquant pour la première fois. En fait, pour la même chose. Pour le même... c'est-à-dire... Ah oui, d'accord, oui. Tu vois, c'est-à-dire, bon, primo-délinquant, c'est la première fois que tu es condamné pour meurtre. Voilà. Ça veut pas dire que tu n'as pas été condamné pour vol de scooter. Donc ensuite, tu peux aller faire un cambriolage, il n'y a pas de souci. Oui, c'est 2 choses différentes. Mais bon, après, le cambriolage, c'est moins grave que de violer un gosse ou de tuer quelqu'un. Voilà, mais un primo-délinquant... ce qu'on appelle un primo-délinquant, est libérable à mi-peine. C'est-à-dire il prend 20 ans, il va être libérable au bout de 10 ans. Et en fait, comme on retranche les peines en fait, en vrai, au bout de 9 ans et quelques. Voilà, c'est comme ça. Donc, pour revenir à notre sadique d'Apoigny, il y avait une, donc il dit rien, il est gentil. Il y avait une association qui avait été créée, c'est pareil, qui s'appelait Notre-Dame de je sais pas quoi. Je me rappelle plus, ça m'est sorti, c'est vieux, hein, donc il faut pardonner mes trous de mémoire. Mais qui avait été organisée spécifiquement pour lui faciliter la vie en prison. Et je pense qu'il a dû sentir, là il y avait tellement de projecteurs braqués sur cette affaire que, à mon avis, il a dû y avoir un petit coup de pression et il a été libéré à ce moment-là. D'ailleurs, ça m'avait beaucoup choqué parce que il avait été libéré peut-être 1 mois ou 2 après que Michaela, qui était, en fait, il s'était fait choper. Pourquoi? Parce que il y avait une fille qui avait réussi à s'évader, à s'échapper
du pavillon, et donc avait donné l'alerte. Elles étaient 2 dans la cave. Et donc, elle venait d'expliquer, je crois que c'était à TF1, que la sécurité sociale lui refusait toujours des opérations pour la reconstruction de ses seins. Parce qu'évidemment, il était la pauvre, enfin, vous voyez, c'était brûleur de cigarettes sur les seins, aiguille à enfin, c'était des trucs, c'était monstrueux. C'était monstrueux. Et elle expliquait ça. J'entends ça, et après j'entends que Dunant a été libéré, mais peut-être un mois et demi après. Ça m'avait... j'étais outré. Enfin bref. Elle avait quel âge, l'enfant? Enfin, là, c'était pas des enfants, mais c'était une femme. On parle de... C'était des jeunes filles. Une jeune fille. C'était des jeunes filles dans les affaires. Mais enfin bref. Donc, pour revenir d'ailleurs au malaise, même à l'époque de l'église... Ouais. Je racontais avant hors micro avec Marc Daoust. Marc Daoust, le directeur de Nexus. Donc ça me faisait. Il y avait c'était en 98. Bon, il y a eu une loi sur pour pénaliser le tourisme sexuel. C'est-à-dire que un Français qui se faisait attraper, qui violait des petits enfants à l'étranger pouvait être jugé en France, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Donc c'était pour lutter contre le tourisme sexuel. C'est une loi d'ailleurs qui a été très peu appliquée. J'espère qu'avec maintenant l'OFMIN ça va changer, mais qui a été très peu appliquée. Mais toujours est-il que c'est la première application. Cette loi elle a été en 2 temps, 97-98, mais c'est la première application de la loi sur le tourisme sexuel. On appelle ça le procès de Draguignan, parce que les prévenus avaient avaient fait des trucs à Papeete, en Roumanie, au Maroc, enfin bon, voilà. Bon, il se trouve que cette affaire, on avait beaucoup parlé de l'affaire à l'étranger, de l'aspect à l'étranger, on préférait à l'époque parler de ce qui se passait à l'étranger, de ce qui se passait dans le pays. Donc là, puisque les réseaux n'existaient pas en France, il fallait bien qu'on se le mette dans la tête, mais c'était un vrai réseau qu'il y avait derrière, et d'ailleurs, on avait, même si les journaux n'en avaient pas parlé, de cet aspect-là, c'était plein de nombreuses personnes qui importaient des gamins, notamment de Roumanie. Il y avait un projet d'achat d'orphelinat en Roumanie, forcément, acheter un orphelinat, c'est super pratique. Ils s'échangeaient des gamins aux 4 coins de France, enfin voilà. Et dans tout ce monde, dans cette affaire-là, il y a 2 personnes qui étaient passées aux assises, les autres étaient passées en correctionnel, mais il y avait notamment un curé qui était passé, qui avait été condamné, je crois, à 10 ans, enfin, qui était passé en cour d'assises pour viol sur mineur. Donc, il violait des gamins dans la cour, à la cure de l'Oriole dans la Drôme. Et il y avait un jour, les gendarmes, c'est pas les polices, les gendarmes à un moment débarquent dans la cure. Enfin bon, et voilà, ils trouvent un autre curé qui était venu pour aller, pour prendre des pièces. Après l'arrestation, tout de suite après l'arrestation, ils vont à la cure, qui était en train de vider la cure, donc de tout, des pièces à conviction, pour aller les brûler au bord du Rhône. L'Oriole est très près du Rhône. N'importe qui fait ça a des ennuis avec la justice. Destruction volontaire de preuves. D'ici qu'on soit accusé de complicité, il n'y a pas des kilomètres, enfin n'importe qui. Là, c'était un curé, il n'avait pas été embêté du tout. Par son statut ? Il y avait eu, je pense qu'il y a eu une réticence à aller embêter un saint homme. Bien sûr. Donc, on est voilà. Donc, avec cette affaire-là, de toute façon, on est dans un contexte qui est compliqué. Ouais. Et s'il y a eu, parce que avec justement en plus l'évolution de la laïcité, ce mea culpa de l'Église, il y a moins de silence sur ce qui s'est passé dans l'Église, et puis on en parle d'autant plus facilement que c'est vieux. Voilà, que c'est il faut pas s'imaginer que ça a changé au niveau de l'éducation nationale, c'est pas le cas. Alors, c'est très intéressant d'évoquer tous ces sujets-là. J'aurais bien aimé qu'on parle aussi de P. Diddy, revenir sur Epstein et tout, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de voir tous ces sujets-là aujourd'hui, il y a tellement à dire. Mais quelque chose qu'on connaît assez peu, on avait sorti un dossier à Nexus dans le 150
2021, je crois. Je me souviens plus le numéro, mais vous pouvez le retrouver. Il est toujours commandable sur nexus.fr. C'était un dossier sur le harcèlement qui était fait à l'ASE. Donc l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Et là-dessus, tu me parlais hors micro qu'il y avait des liens justement entre les institutions dont on a parlé et les problèmes avec l'ASE. Est-ce que tu peux expliquer aux gens? Quand je parle des disparus de Lyon, pour le coup, c'est ça. Alors, à l'époque, ça s'appelait la DAS. Ok. Mais c'est la DAS qui est devenue l'ASE. C'était des filles qui étaient placées. Les enfants... Alors, donc, de toute façon, les enfants placés ont toujours été un vivier pour les prédateurs sexuels. Waouh. C'est une phrase forte de dire ça, là, aujourd'hui. Bah, c'est la pour une vérité. journaliste. Bah oui, mais c'est la vérité. Il y a eu des affaires judiciaires, il faut se rendre. Puis, il y a quelque chose de logique, entre guillemets, puisque ils ne bénéficient pas de la même vigilance que des enfants qui sont avec deux parents qui sont bienveillants. Surtout qu'il faut rappeler que pour beaucoup d'enfants placés, tu as cette organisation systémique que je ne comprends pas du tout, où l'enfant doit changer de foyer tous les 4 ans, je crois. Il est obligé, donc il peut avoir des parents d'accueil à 8 ans, mais ensuite il va en changer à 12 ans, à 16 ans. À quel moment ça crée une stabilité émotionnelle pour l'enfant? Alors ça, c'est encore autre chose. On pourrait rentrer dans ce sujet, mais c'est encore autre chose. Mais c'est un gros truc symptomatique de montrer qu'il y a un problème, et on imagine que... Alors là, après, c'est le dogme de la protection des parents à tout prix. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont placés parce qu'ils n'ont pas de famille, ou qui sont orphelins puis qui n'ont pas de famille, qu'il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Mais bon, la grosse majorité, c'est pas ça. Ça va être des enfants, soit parce que... Enfin, pour plein de raisons d'ailleurs, parce qu'on croit qu'un enfant est placé pour cause de maltraitance. Il faut savoir que ça ne représente que 20% des placements. Enfin, ça, c'est autre chose. Donc, enfin bref, pour... différentes raisons, et donc il y a une espèce de dogme par rapport aux droits des parents qui fait qu'on va vouloir éviter des figures d'attachement. C'est-à-dire, en gros, on va vouloir éviter que les parents soient remplacés. D'accord. Enfin, oui. D'accord, ok. Alors tu nous parlais que en tout cas l'ASE était un vivier pour oui, ça pour les prédateurs. Il n'y a pas que, mais l'ASE est un vivier, enfin certains. Attendez, pas tous, hein, mais oui, ça a toujours été. Pas tous, quoi. Faut pas croire que tous les foyers de l'ASE sont des nids. Mais non, c'est pas ce qu'on a dit. Voilà, mais bien sûr un vivier, ça veut jamais dire que c'est exhaustif. Il y a un vivier, c'est-à-dire il y a des enfants qui font l'objet de moins de vigilance que d'autres, qui sont plus faibles, enfin plus vulnérables pour des tas de raisons que d'autres. Tout ça fait que il y a là, ce sont des proies faciles pour des gens qui seraient mal intentionnés. Voilà. Et le prédateur repère la proie facile. Et encore une fois, comme il y a un tabou, on ne résout pas le problème et on ne protège pas les plus faibles, donc là ici les enfants. Oui, parce que c'est la même chose. Alors on se retrouve avec aussi un peu la même difficulté que l'éducation nationale. Pour François, j'avais interviewé Émilie Marsola, qui a une analyse, d'ailleurs je parle d'elle dans le bouquin que je suis en train d'écrire, qui a une analyse au Cherche Midi, qui est très comme d'hab, qui est très intéressante. Elle, alors je dis pas qu'elle a raison sur tout, mais c'est que de toute façon, on se retrouve, l'institution se retrouve très rapidement mise dans une situation impossible. Parce que s'il y a des soupçons lourds qui pèsent, il faut savoir, la justice a les plus grosses difficultés à établir la preuve. Elle ne veut pas le reconnaître. Bon. Mais d'un autre côté, pour l'ASE, c'est pas possible ça va pas être possible d'admettre qu'il y a un prédateur dans ses rangs. Mais on peut pas faire perdre son travail à quelqu'un comme ça. Donc il faut des arguments solides, et si possible, il faut une condamnation judiciaire. Il faut qu'on se mette dans la tête qu'on privilégie toujours le droit des adultes au détriment d'un principe de précaution des enfants. Les enfants sont moins protégés que les adultes, c'est comme ça. On est encore dans une société c'est la loi du plus fort. Les hommes, c'est les femmes et les enfants. Les hommes, en général, les intérêts des hommes vont être privilégiés par rapport aux intérêts des femmes et les intérêts des enfants vont être derrière les deux. C'est exactement comme
Enfin, La Fontaine disait déjà aussi, quand je parle de loi du plus fort, selon que vous serez puissant ou misérable, ça reste vrai aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà. Exactement. Donc, l'ASE, alors on a un vivier donc d'enfants, aussi d'enfants qui sont vulnérables. On a une institution, en plus c'est une véritable machine à gaz, usine à gaz. Il faudrait tout réorganiser. Alors, on a aussi une justice qui est aussi en difficulté parce qu'elle n'a pas assez de moyens, mais ça, c'est un choix politique. C'est un choix politique de mettre les petits plats dans les grands pour lutter contre les violences contre enfants. On en parle beaucoup, mais on ne fait pas grand-chose. Il y a de moins en moins de moyens. En plus, il faudrait une coopération internationale. Voilà, je préférerais un sommet là-dessus que pour savoir s'il faut faire la guerre à la Russie. Parce qu'il y a vraiment une nécessité en plus de coopération internationale aujourd'hui, mais même si on parle... Ça touche pas que la France. Non, ça touche pas que la France, évidemment. Pour la criminalité, il y a une criminalité organisée qui est internationale. Il y a différentes. Il y a les histoires d'inceste, les histoires d'ASE. L'ASE est un vivier. D'ailleurs, on a des enfants qui disent qu'ils ont voyagé, qu'ils ont été emmenés, et notamment des enfants placés. Donc, mais de toute façon, quand on a il y a un soupçon. Si la personne qui est soupçonnée, si on l'écarte, mais que pour X ou X raison, la justice n'arrive pas à établir les preuves, et elle n'arrive pas souvent à les établir pour plein de raisons, une étant liée à son manque de moyens. C'est-à-dire qu'en fait, elle est obligée de prendre les dossiers les uns après les autres. Elle se réveille 6 mois plus tard, il n'y a plus de preuves, enfin, pour plein de raisons. Pas du tout parce que les enquêteurs sont pas bons, parce que bon, c'est comme dans toutes les professions, il y en a des mauvais, il y en a des corrompus, il y en a, mais globalement, en fait, on a une bonne police, on a une bonne gendarmerie, ils sont super bons en fait, et souvent extrêmement motivés. C'est, faut le savoir. Après, ok, on me dira oui, mais il y en a, ils font aussi. Ok, oui, bien sûr. Comme dans toutes les professions. Il y a beaucoup de gens, notamment des manifestants, qui vont taper sur les policiers, alors que souvent c'est la police, ça va plus être l'autorité qui va donner des ordres complètement ridicules. Voilà. Mais là, il se trouve que, dans toute l'institution judiciaire, notamment au niveau pénal et au niveau de la protection, que ce soit la protection des enfants, des crimes contre les enfants, enfin de ce que j'ai pu voir, la police et la gendarmerie sont vraiment les corps pour qui j'ai le plus de respect. Je ne veux pas dire que j'ai pas de respect pour les autres, c'est pas facile d'être juge, c'est pas facile, mais quand même, je veux dire, quand on leur donne les moyens et qu'ils s'y mettent, ils sont super bons, ils sont en première ligne, c'est eux qui se retrouvent à parler en fait en prise avec les familles des victimes. C'est extrêmement difficile, hein. Enfin, c'est un travail épouvantablement difficile, mais bref. Donc on a notre suspect de l'ASE, travailleur social de l'ASE. On n'arrive pas, il peut y avoir des plaintes, il y a des soupçons, il y a des trucs un peu lourds, un peu embêtants, des gamins qui se plaignent, mais bon, de toute façon on ne croit pas les enfants. On n'arrive pas à établir la preuve. Vraiment. Qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle va faire, l'institution? C'est ce que, en fait, que je parlais d'Émilie Marceau, c'est parce qu'il y avait quelqu'un justement qui travaillait pour les services sociaux qui lui expliquait, qui disait c'est indémerdable parce que éventuellement, si on l'évince, il va nous poursuivre au prud'homme. On va être condamné. Et on va être obligé de le réintégrer. On sera de retour à la case départ. Et en plus, on aura dû lui payer des dommages et intérêts. Voilà. Donc, on est dans un système qui est extrêmement compliqué. Donc, oui. Il faut bien comprendre la structure qui est problématique. C'est pas que des problèmes d'êtres humains, là. Voilà. Il y a des problèmes d'êtres humains. Il y a des problèmes politiques pour plein de raisons. Mais il faut voir aussi que même il y a un problème structurel, enfin, qui tient au fait que après qu'on ne s'est pas donné les moyens de les résoudre. Attention, quand on parle de manque de moyens de la justice, c'est quelqu'un qui a décidé de mettre les sous ailleurs. Hein,
pas que ce soit la formation des profs, enfin voilà, il y a une responsabilité politique, mais d'ailleurs qui dure depuis des décennies, mais ça tombe bien, c'est Bayrou qui va voter le budget, donc formidable. Voilà, mais il y a déjà ça. Et après, bon, après c'est vrai que par-dessus le marché, alors je disais, ça horripile les gens, l'immense majorité des crimes sur enfants, et notamment les crimes sexuels pour enfants, horripile une très grosse majorité des citoyens. Par contre, il y a dans une forme d'élite intellectuelle, là, une complaisance qui est beaucoup plus importante. C'est-à-dire que... Avec la pédocriminalité... Oui, voilà. Oui. Il y a eu un lobby, c'est pas très grave. Comme les émissions de Bernard Pivot, où il y avait 5 personnes autour de Matzneff qui faisaient « C'est formidable, vous avez une telle vigueur énergique pour tenir avec autant de gamines de 14 ans à l'époque. » Là, il faut quand même se rendre compte qu'il y a presque un problème de classe, mais donc il y a eu un lobby donc, qui existe, qui d'ailleurs, au moins depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est né aux États-Unis, mais enfin bon, il y a toujours eu une forme de militantisme. On veut se débarrasser de la majorité sexuelle, ou en tout cas on veut la baisser. Mais justement, pourquoi est-ce que il y a des gens qui ont demandé à ce que on change de terme pédophile pour le terme pédocriminel? Ouais. C'était pour marquer que c'était un crime, et parce que histoire, en plus ça illustrait un peu une revendication. Justement des gens qui ont une attraction pour les enfants, qui disaient mais nous on fait dans les M, puisque phil ça veut dire philos, oui, c'est l'amour, ouais. Voilà. Donc et en fait non, et on leur fait du bien, et patati patata. Phil est le mot grec pour l'amour. Oui, enfin voilà. c'est le goût, voilà. Donc et passionnant. Ah oui, et donc j'étais en train de parler donc de ce lobby, et donc il y avait d'ailleurs eu, dès la fin des années 70, au début des années 80, il y avait même eu une lettre qui avait été envoyée à la commission des lois pour demander la dépénalisation. Il y avait eu des articles dans les journaux. Pourquoi ça s'est pas fait? Pourquoi le législateur ne l'a jamais fait? Parce que le citoyen, c'est-à-dire là, à cette époque-là, les intellos de la rive gauche trouvaient peut-être que c'était très bien. Donc d'où toutes ces signatures pour réclamer la libération de pauvres violeurs d'enfants, enfin bref. Mais les citoyens, non. Et donc les députés, c'est bien joli, mais il y a un moment, ils repartent dans leur circonscription. Et puis de toute façon, ils ne sont pas forcément d'accord. C'est pour ça que ça n'est jamais passé. Ces lois ne sont jamais passées. Mais ça ne change rien au fait que il y a une certaine mouvance intellectuelle qui trouve que c'est pas si grave, voire ce serait pas si mal. Enfin, voilà, il y a une certaine complaisance vis-à-vis de ça, au-delà du fait aussi que, bon, il y a des avancées avec la pédopsychiatrie et tout ça, où on commence à se rendre compte réellement de l'impact sur la vie. De la gravité, en fait, des séquelles, des violences, et notamment des violences sexuelles, l'impact, les séquelles que ça peut laisser dans une vie après. Là, il va y avoir le procès Le Squarneck. Oui. Donc, il y a des victimes qui ont expliqué, puisqu'ils violaient beaucoup de... Il y a eu plus de 300 victimes, hein, mais il y en avait... Wow. En fait, on l'a su parce qu'il y a un journal. Mais comme il y en avait, en fait, c'était un chirurgien, il les endormait quand ils étaient sous anesthésie ou à la sortie, donc un peu dans le poétage, il y en avait plein. Comment elle s'appelle cette affaire? Le Squarneck, le procès s'ouvre là le 24 février. Ouais, c'est intéressant. Et c'est un très très gros procès, enfin on va beaucoup en parler, parce que bon, 349 victimes, c'est pas tous les jours. Hein. Et il a déjà été condamné pour 6 gamins, enfin bref. Et ça ouvre là dans les prochains mois Oui, à Vannes, ça ouvre dans une semaine. Une semaine, ah oui, d'accord, ouais. Là, on tourne, on est le 19 février. Donc ce sera dans 5 jours. Ouais, exactement. Voilà. Et il y a des victimes qui expliquaient que... Donc elle savait pas, elle se rappelait pas. Ouais. Mais que d'un seul coup, ça leur a jeté une lumière sur pourquoi est-ce que... depuis l'opération, elles avaient eu des tels problèmes
de tels problèmes psychologiques, pourquoi ça allait si mal dans leur vie, pourquoi depuis qu'elle s'était fait opérer, parce que même si on se rappelle pas ou qu'on a des souvenirs confus, le corps se rappelle. Je veux dire, la mémoire traumatique, l'amnésie traumatique, elle est traumatique, mais ça veut pas dire que... D'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle peut ressurgir, puisqu'il y a des levées d'amnésie traumatique, enfin bref. Mais toujours est-il que, donc, on se rend un petit peu plus compte, mais il y a quand même il peut y avoir une forme de complaisance par rapport à cette criminalité qui explique, qui explique aussi une mollesse judiciaire, une mollesse politique. Enfin voilà. Et finalement, c'est vraiment ces sujets-là qui reviennent à chaque fois, c'est la mollesse judiciaire et politique, et c'est ça qui est intéressant. Donc ce qui serait bien, c'est de casser le tabou pour pouvoir... moi le truc, le cas que je trouve le plus, enfin d'ailleurs frappant, enfin je ne me suis toujours pas remise de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Ouais. Vraiment. Je me suis dit, mais... Alors qu'est-ce qu'il vient faire dans cette discussion ? Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette discussion ? C'est que l'histoire de le couple, je veux dire, je trouve que le couple, c'est-à-dire d'une enseignante qui a été séduire un élève de 14 ans. Alors qu'elle a 39 ans. Alors qu'elle a 39 ans, et puis de toute façon, c'est une enseignante. J'aime autant t'annoncer que j'ai un enseignant qui aurait été séduire un de mes gamins à 14 ans, au collège, ça aurait secoué, hein. Qui aurait dû être poursuivi en justice. Mais moi, je m'en suis pas remise. Alors qu'à la place, on a des reportages de France 3 ou qui sont diffusés sur France 3 qui disent une romance française, etc. Je ne m'en suis pas remise. Je n'ai toujours pas compris comment, même dans la discussion politique, ça n'avait pas été mis en avant. Comment ils ont pu être élus. Comment on n'a pas pu plus parler de ça, de ce fait-là. Parce que quand même, au niveau de la protection de l'enfance, ça envoie du sommet de l'État un message absolument désastreux de justice de classe, parce que, a priori, elle aurait été femme de ménage. Ça se serait certainement pas passé de la même façon. Hein, une gonzesse de 39 ans qui allait séduire un gamin de 14 ans, voilà. C'était marqué dans Wikipédia que d'ailleurs il y avait la famille qui était embêtée parce que elle était passible de poursuites judiciaires. Et puis ça envoie le message que c'est pas grave. Que c'est ok. Ouais. Tu vois, c'est pas grave. Et je veux dire, moi je ne me suis pas remis de ça. Et au-delà donc des histoires, il faut que ce soit une Américaine. Je parle même pas de la polémique Jean-Michel, machin, Brigitte, je parle pas de ça. Non, tu parles juste de 39 ans, 14 ans, prof de français, élève. Voilà, que ce soit une Américaine, parce qu'elle parle pas que de l'histoire fille, garçon, Brigitte Macron, homme ou femme. Tu parles de Candace Owens qui parle de cette affaire en ce moment. Elle parle, et la personne peut dire qu'elle a tort, du scandale, enfin, que c'est, mais où on en est arrivé où pour qu'on se retrouve dans une situation pareille. Moi, ce couple au sommet de l'État, je ne m'en remets pas depuis 8 ans. C'est ça. C'est marrant, pardon, ça me fait rire, c'est comment tu présentes le... Mais c'est marrant parce que Candace Owens, justement, certains sur les réseaux ont dit mais elle nous apprend rien sur ce qu'on sait. Oui, mais en fait, revenons à la base. Tu as une prof de français et son élève. Oui, non mais, moi je trouve que son indignation, alors elle nous apprend rien, mais ça m'embête, parce que je trouve que l'indignation, quand elle dit c'est dégoûtant, elle a une indignation, moi je la trouve très rafraîchissante, cette indignation. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens qui soient indignés. Il y a un moment, je ne comprends plus les couleuvres qu'on peut faire qu'on avale. Je sais pas ce qu'il faut, mais ça, bon, après, évidemment, il y a plein d'autres choses. Mais voilà,
Ce simple fait-là, qui fait d'ailleurs que à chaque fois que on m'a dit, là depuis, je veux dire, ouais, protection de l'enfance, grande cause du quinquennat. Bien sûr. Non mais, tu vois ce que je veux dire? Tu vois l'hypocrisie du truc? Protection de l'enfance, grande cause du quinquennat. Vraiment. Vraiment. On a un mec qui est sous influence depuis l'âge de 14 ans. Je veux dire, avec une première dame qui aurait dû être jugée. Oui, bah oui. De toute façon, attention, elle était prof, hein, la majorité sexuelle c'était 18 ans, c'était pas 15 ans. Hein. À l'époque? Ah bah, non mais c'est pas à l'époque, ça a toujours été, depuis oui, 1945, la majorité sexuelle c'est 15 ans, mais c'est 18 ans pour les personnes ayant autorité. Donc ce n'est plus le cas que depuis 2 ans. Voilà. Avec la loi sur l'inceste, où la majorité, on a réaffirmé la majorité sexuelle, parce qu'il y a, bon alors que là en fait elle a jamais existé, mais enfin peu importe, on a réaffirmé la majorité sexuelle à 15 ans, mais la majorité sexuelle, l'extension de la majorité sexuelle à 18 ans, maintenant c'est plus que pour les cas d'inceste. C'est pareil, ce que moi m'a laissé un tout petit peu pantois, c'est-à-dire exit les coachs sportifs quand on sait, d'ailleurs éventuellement les réalisateurs de cinéma, les profs de français au hasard, ou de théâtre, ou d'autres choses. Enfin, quand on voit tous les scandales qu'il y a pu y avoir dans le sport, et maintenant il y a une espèce de flou. Mais à l'époque, c'était, voilà, c'est tout. C'était 15 ans et 18 ans pour les personnes qui détenaient l'autorité. Donc il aurait dû y avoir poursuite judiciaire. De toute manière. Merci Laurence d'avoir remis l'église au milieu du village sur parfois des choses aussi simples à rappeler que ça. Et on n'entend pas assez ce discours-là. Donc je trouve que c'est très intéressant, au moins pour créer le débat derrière. On n'aura pas le temps de faire tous les sujets qu'on voulait à la base aborder, mais je pense qu'on fera une partie 2. On pourra te réinviter. C'était un plaisir aujourd'hui de t'avoir invité et de t'avoir ouvert ce micro, puisque tu as accumulé tellement de connaissances depuis plus d'une vingtaine d'années sur ces sujets-là. Les gens sur la pédocriminalité parlent souvent de Carl Zero, ce qui est très pertinent, et avec sa chaîne YouTube, il fait vraiment avancer la cause, mais il faut reconnaître, tu fais parfois un travail qui est un petit peu plus dans l'ombre, mais il faut reconnaître ce que tu fais sur ce sujet-là et comment tu permets d'en savoir plus pour aller vers peut-être une cassure de ce tabou dans le futur, on l'espère, parce que c'est quand on peut parler des sujets qu'on arrive à avancer. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir. Merci. C'était un plaisir, Laurence Beneux. Et n'hésitez pas à aller suivre ses travaux. Elle sort un prochain livre, peut-être pour la fin d'année, on ne sait pas encore quand, au Cherche Midi. Ouais, je te dis, non, oui, la date n'est pas encore fixée. Voilà. Mais suivez ses réseaux, elle a une page Twitter. Et vous pouvez partager cette vidéo, c'est des petites actions simples, mais qui nous aident beaucoup. Si vous êtes encore là, vous avez probablement aimé cet entretien. N'hésitez pas à nous suivre, et bien sûr, le magazine Nexus est en kiosque, ou sinon vous pouvez le commander sur nexus.fr, il arrive directement chez vous. Merci de nous suivre. À bientôt. Salut Laurence. Salut Romain.